Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Moi, oui. Bon, si vous vouliez le savoir, alors oui. Sinon, ben, tant pis. Pour mes ennemis, ben, je dirais que je passerai une mauvaise semaine. Ça va les contenter. Voilà, vous savez certainement que durant une bonne partie, sinon la majorité de la partie de notre histoire, de l'histoire du Québec, donc depuis la Nouvelle-France, la peine de mort était en vigueur. Bon, c'est sûr qu'au début, la peine de mort était contrôlée par le régime français, donc le Conseil souverain. Je ne vais pas faire de moi un spécialiste de Nouvelle-France, loin de là, je ne le suis pas du tout. Et puis ensuite, vers le milieu du 18e siècle, bon, le régime britannique est embarqué, puis ça s'est poursuivi avec de nouvelles lois, de nouvelles pratiques, mais la peine de mort s'est poursuivie jusqu'en 1976. Donc de 1608 à 1976, la peine de mort c'était un risque à courir pour les criminels. Donc ça fait une période de 368 ans. J'ai fait un petit calcul jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, on a 413 ans d'existence. Et sur ces 413 années-là, ça représente 99% de notre histoire, de la période, la peine de mort était en vigueur. Donc, si à l'inverse, évidemment, vous aurez compris qu'à l'inverse, depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, ça fait seulement un petit peu plus que 10%, donc 10,89% de cette période-là de notre histoire que la peine de mort a été abolie. Donc, logiquement, vous aurez compris que la plus grande majorité de notre histoire sur la période, la peine de mort est en vigueur. Donc, c'est quand même présent quand on étudie l'histoire, surtout l'histoire criminelle et tout ça, les judiciaires et compagnie. Donc, il faut en tenir compte. Et tout ça pour en venir à un cas particulier ce matin, parce que qui dit peine de mort dit également bourreau. Ça prenait des bourreaux pour exécuter les sentences. On a vu dernièrement qu'il y a un monsieur Ratier qui n'avait pas été exécuté par faute de bourreau, parce qu'il en manquait tout simplement. Donc, c'était pas un métier couru tellement, évidemment. Même si ça aurait été là, vers la fin... au cours du 20e siècle, ça aurait été un argument, j'ai déjà croisé ça quelque part, là, que un des arguments pour abolir la peine de mort au Canada, c'était justement parce qu'on avait de la difficulté à trouver des candidats. On pourrait faire une banque de candidatures de CV pour des bourreaux, mais évidemment, malgré ce que certaines personnes nous disent, là, par exemple, je pense à ceux qui aiment les films d'horreur ou les côtés morbides et tout ça, contrairement à tout ça, de ce qu'on entend, sinon, évidemment, il n'y a pas grand monde qui veulent faire ce métier-là. Donc, tant mieux, parce que le métier n'existe plus, en tout cas au Canada. Ça devait certainement les perturber énormément. Donc, le cas qu'on a aujourd'hui, c'est probablement, en tout cas, c'est le seul que j'ai trouvé là, dans le projet DHQ. C'est le seul bourreau qui a été assassiné dans notre histoire, ce qui n'est pas rien. D'habitude, c'est le contraire. C'est lui qui assassine les gens ou assassine légalement, parce qu'il y a eu un jugement avant ça. Mais notre bourreau de ce matin s'appelait Jacques Élie. Et Jacques Élie, en 1710, c'est lui qui était le bourreau là, de la Nouvelle-France. Et puis, à un moment donné, il en a eu assez. On ne sait pas s'il a exécuté dans les... qui l'a exécuté comme criminel ou tout ça, on ne connaît pas les détails de pourquoi il en est venu à penser ça, mais il a fini par en avoir assez de son métier. Et voilà, lui, il voulait se sauver. Il y avait il y avait sa femme, donc Marie-Joseph,
et 2 enfants avec elle. Et puis là, il a planifié, il dit, bon, je me sauve de la Nouvelle-France. Donc c'est ça son plan, il voulait se sauver carrément de la Nouvelle-France. Mais à cette époque-là, il y avait, personne n'avait le droit de quitter la colonie sans permission officielle. Alors, il a fallu qu'ils s'y prennent, bon, évidemment, du côté en catimini, donc sur le marché noir. Et c'est probablement ce qui l'a forcé à se tourner vers un certain Nicolas. Nicolas qui était un pani. Un pani, c'était, d'après mes recherches là, sommaires, un pani, c'était une façon de prononcer le mot, la tribu des Pawnees, les Indiens qui se situent à peu près là, dans la zone du Nebraska aux États-Unis. Les Pawnees qui étaient bon, assez présents là, dans l'histoire de la conquête de l'Ouest, donc ils ont quand même eu une existence assez longue. Mais le mot pani, ici en Nouvelle-France, serait devenu synonyme. Là, il y a l'historien Marcel Trudel là, que j'ai vu au passage, qui en avait répertorié plusieurs. Donc c'est devenu pratiquement le mot synonyme d'esclave. Les esclaves pani ici en Nouvelle-France. Du moins durant une certaine période. Donc lui s'est adressé à M. Jacques Élie, le bourreau, s'est adressé à M. Nicolas, dont on ne connaît pas le nom de famille, pour planifier sa fuite. On imagine que ce M. Nicolas Le Pani devait avoir certaines connaissances parce qu'ils ont planifié la fuite vers la Nouvelle-Angleterre, donc pour évidemment sortir des frontières de la Nouvelle-France. Et donc voilà. Mais par contre, Nicolas était lui-même recherché, donc si évidemment on peut en déduire, je fabule peut-être un petit peu là, mais étant donné que M. Élie était un bourreau, c'est probablement dans les circonstances de son métier qu'il a rencontré Nicolas, parce que Nicolas avait un certain passé criminel, entre autres pour une série de vols. Et bon, il s'est offert pour conduire M. Élie et sa petite famille jusqu'en Nouvelle-Angleterre, donc de façon clandestine, en passant par les bois, évidemment, la forêt. Il a accepté de faire ça, de faire ce job-là, moyennant 150 livres comptant et un habit complet. Donc voilà, il faut croire que les vêtements étaient assez importants à cette époque-là. Donc, une certaine journée de 1710, on ne connaît pas la date exacte, la petite famille de Jacques Élie a entamé son voyage vers la Nouvelle-Angleterre en passant par les bois, mais ils ne se sont pas rendus tellement loin parce qu'à la hauteur à peu près de Deschaillons, la seigneurie, la rivière du Chêne, on parle de ce secteur-là, donc probablement qu'ils se sont arrêtés pour prendre une pause ou faire un camp pour la nuit. Donc, près de la rivière du Chêne, dans la seigneurie de Deschaillons, ben, le pani, Nicolas, a décidé tout bonnement de tuer Jacques Élie, peut-être pour empocher les 150 livres qu'il lui avait peut-être déjà payés. Il voulait se sauver avec l'argent, on ne sait pas. C'est d'ailleurs un crime qui est classé dans les homicides à motif indéterminé, parce qu'on n'a pas vraiment... Est-ce que c'est le vol? C'est probablement ça. On a plus de chances que ce soit ça, mais sans certitude, j'ai préféré le laisser dans la classe des homicides indéterminés. Il a tué Jacques Élie, donc le bourreau a été assassiné à coups de hache, donc par arme blanche, et il a tué aussi un de ses enfants. Malheureusement, il a voulu tuer, apparemment qu'il a voulu se débarrasser de toute la famille aussi, parce que la femme de Jacques Élie a été blessée aussi, et elle était, malgré sa condition, elle a réussi à s'échapper avec son autre enfant qui était âgé de 14 mois seulement, donc un petit peu plus qu'un an. Alors on imagine que ça a pu, à quel point ça peut être difficile pour elle. On ne sait pas les détails de comment elle a fait, mais c'est quand même, ça a certainement demandé beaucoup de courage. Elle a réussi à atteindre la ville de Québec, donc de Deschaillons à Québec. Et voilà, là, elle a été prise en charge et tout ça. Mais c'est sûr qu'elle avait perdu un enfant et son mari dans ça.
Et voilà, à Québec, elle a raconté son histoire, évidemment, donc elle était témoin direct du crime commis par Nicolas. Mais Nicolas n'a jamais été attrapé. Il a été condamné in absentia, ça veut dire qu'en son absence, évidemment, vous aurez compris. Et il a été exécuté en effigie, donc c'est de façon symbolique, comme on a vu quelques cas déjà. Alors, c'est ce qui m'amène à me poser la question, est-ce que, parce que j'en avais parlé peut-être un peu là, sur les cas non résolus, comment définir les cas non résolus? C'est sûr que quand on voit ça à la télé, où généralement c'est un cas de meurtre évident, que le criminel n'a jamais été trouvé, bon, tout ça. Mais là, dans ce cas-ci, le criminel, le tueur, a été identifié, il a même été condamné officiellement par la justice, mais il n'a jamais payé pour son crime. Il a disparu tout simplement. Donc, est-ce qu'on doit mettre ça dans les cas non résolus? Est-ce que parce que la justice a condamné quelqu'un, c'est un dossier réglé? Ou bien il faut absolument que le criminel ait payé pour son crime pour déterminer que c'est une affaire résolue? Je me pose encore la question, mais je ne sais pas. Officiellement, c'est résolu parce que la justice a dit qui c'était, qui avait commis le crime. Dans ce cas-ci, donc, le panier nommé Nicolas. Donc, on sait qui, mais il n'a jamais payé pour son crime. Donc, est-ce qu'on doit classer ça dans les affaires résolues ou non résolues? C'est une bonne question parce qu'on pourrait en débattre peut-être longtemps. Mais c'est sûr qu'officiellement, moi je considère que c'est résolu parce qu'on sait c'est qui. De façon officielle, la justice a tranché. Mais le fait que monsieur n'a pas payé pour son crime pourrait déterminer autre chose. On pourrait aussi englober tous ceux qui n'ont pas payé pour leur crime, qui se sont évadés, qui n'ont jamais été repris. Ce serait une possibilité. Donc voilà, c'était le récit de l'assassinat du bourreau Jacques Élie en Nouvelle-France, 1710. Merci, bonne journée.